Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en spécialité mathématiques. Dans cette vidéo, donc dédiée au terminal spé maths, mais également à ceux qui font maths complémentaires. Du coup, on va parler de propriétés d'intégrale. Alors, avant de parler des propriétés d'intégrale, première chose, il va falloir qu'on étende maintenant la notion d'intégrale à des fonctions de signes quelconques. Ok. Donc, premièrement, on va parler d'extension du calcul intégral. Ok. Donc, extension du calcul intégral à des fonctions de classe C0 et de signes quelconques. Alors, je rappelle, quand une fonction est de classe C0, comme vous pouvez le voir, c'est tout simplement une fonction qui est continue. Ok, donc ça c'est pareil, c'est bien de le savoir parce qu'après, si en prochain vous allez faire des études de maths, ça peut aider. Ok, parfois on trouve ça dans certains cours, si vous avez déjà cherché un petit peu à vous amuser à regarder des cours du supérieur, parfois on peut trouver ce genre de notation. Ok, donc C0 c'est pour dire que c'est une fonction. Quand une fonction est de classe C0, c'est juste pour dire qu'elle continue. Classe C1, après c'est pour dire c'est dérivable une fois. Classe C2 dérivable deux fois. Et classe C infini, c'est dérivable infiniment deux fois. Ok, voilà. Bon, ça c'était la petite parenthèse notation. Voilà, je reviendrai un peu plus souvent là-dessus. Ça peut être intéressant de le savoir. Donc, extension du calcul intégral à des fonctions de signes quelconques, mais toujours continue. Donc là, en fait, en fin de compte, une intégrale, donc, dans le premier temps, on a vu ça comme une aire algébrique, enfin, comme une aire sous la courbe. Et donc, on avait pris une fonction qui était positive et tout simplement de signe positif et continu. Mais cependant, en réalité, une intégrale, on peut la calculer quel que soit le signe de la fonction. Du temps que la fonction est continue, en fait, la relation que vous avez donnée pour calculer une intégrale, reste la même. Ok, c'est-à-dire se prenez deux réels, a et b qui appartiennent à un intervalle i. Et une fonction qui est continue, bien évidemment, sur cet intervalle i, toujours. L'intégrale de a à b de une fonction f, ça va toujours rester la même opération. C'est-à-dire donc, tout simplement, ça va correspondre à la chose suivante. Ça va être la différence grand f de b moins grand f de a. Et donc, ça va vous donner forcément la valeur de l'intégrale. Alors, du coup, de ce fait, comme la fonction peut être de signe quelconque, la notion d'intégrale en tant qu'aire, on ne pourra plus interpréter de cette manière-là. Alors, je vais vous noter tout ça, sinon ça fait beaucoup. Donc, voilà. Donc, voilà pour l'extension. Donc, je rappelle, on prend deux réels a et b qui appartiennent à l'intervalle i. Donc, on prend une fonction f qui est continue sur cet intervalle i et qui est de signe quelconque. Et donc, l'intégrale de f, qui va de la fonction f entre a et b, c'est toujours le réel que l'on a de cette manière-là. Donc, il est noté intégrale de a à b de la fonction f. Et ce réel-là, il vaut toujours la même quantité. C'est grand f de b moins grand f de a. Où grand f est une primitive de petit f. Ok. Donc, en clair, si je dois représenter ça graphiquement, pour bien vous montrer que finalement, l'intégrale en tant que notion d'aire ne marche plus vraiment dans le cadre de fonctions de signe quelconque, je vais vous faire une petite représentation graphique. Ok, donc on prend une fonction f, tac, la représentation graphique, on va la prendre comme ça, voilà. Donc je prends un réel a quelque part ici, je prends un réel b quelque part là, si vous voulez, tac tac, on délimite la surface, voilà. Et donc en fait, tout simplement, là maintenant, désormais, l'intégrale en tant que notion d'aire ne peut plus fonctionner parce que vous allez avoir une aire qui de ce côté-là sera positive et une aire qui de ce côté-là sera négative. Donc en fait, le résultat que vous allez obtenir à la fin, c'est en quelque sorte, c'est une aire algébrique. Par contre, en revanche, ce que l'on peut faire, on verra plus tard avec la relation de Chad, du coup, c'est additionner deux aires, ok? On peut additionner cette intégrale-là et cette intégrale-là, et ça va nous donner l'intégrale de l'ensemble, ok? Voilà. Mais du coup, l'aire que vous allez avoir là et l'aire que vous allez avoir là, désormais, ce ne sont plus des aires géométriques, mais des aires algébriques, puisqu'elles peuvent être comptées négativement également. Ok? Donc là, du coup, ici, qui a de représenter en bleu, ça va être donc une aire positive, ok? Et là, ce qui va être représenté en vert, c'est tous les points appartenant à la courbe et dont l'aire sera négative. Ok, et donc l'ensemble, on peut avoir une aire nulle. Donc ainsi, on peut avoir une intégrale qui est nulle. Là, on a une aire positive et là, une aire négative. C'est parce que ces deux quantités-là vont parfaitement se compenser. Ok,
Donc ça, c'est une première chose, l'extension du calcul intégral sur l'ensemble pour toute fonction. Donc maintenant, désormais, vous pouvez faire des calculs intégral, quel que soit le signe de la fonction. Deuxième chose, maintenant, on va rentrer un peu plus dans les propriétés liées au calcul intégral. Et comme je disais, la première propriété, ça va être la relation de Chasles. La relation de Chasles, donc là, pareil, pour que vous puissiez comprendre. Donc lui, vous allez me dire, c'est encore, son nom revient plusieurs fois, je sais. Donc, relation de Chasles. Donc là, peut-être c'est mieux avec un graphique encore, pour que vous puissiez visualiser. Voilà. Ça, c'est très pratique, par exemple, quand on veut calculer, vous savez, l'air pour chaque morceau. Parce que justement, maintenant, on peut avoir des airs qui se compensent. Et pourtant, il y a une aire sur une partie et une aire sur une autre. Donc, si on veut avoir l'air sur chaque partie, l'air algébrique sur chaque partie, et du coup, ça peut être intéressant d'utiliser cette relation de chaleur, en effet. Donc, du coup, je prends une fonction toujours continue sur mon intervalle I. Et je vais prendre 3 réels, ce coup-ci, qui appartiennent à I. Donc, je prends mon réel A, un réel B quelque part ici, et un réel C quelque part par là. Et du coup, la relation de Chasles me dit quoi? Et elle me dit la chose suivante. C'est que si je veux avoir l'intégrale de A jusqu'à C de la fonction f, et que j'y arrive pas, c'est trop compliqué pour moi, j'ai droit de d'abord calculer l'intégrale de A à B, puis ensuite, une fois que j'arrive à B, je recalcule l'intégrale de B jusqu'à C. Et là, quand je vais additionner ces deux intégrales-là, je vais avoir l'intégrale de l'ensemble. Ok? Voilà. Alors là, ça marche pour des fonctions de signe continu et pour des fonctions continues et de signe quelconque. Mais après, ça marche également pour des fonctions de signe strictement positif ou de signe négatif. Par exemple, si vous prenez la fonction carré, et l'intégrale de 0 à 3, bon, si pour vous c'est trop compliqué à calculer, vous pouvez très bien additionner l'intégrale de 0 à 1 de la fonction carré, puis ensuite l'intégrale de 1 à 3 de la fonction carré. Et ça va vous donner, la somme de ces deux intégrales vous donne l'intégrale entre 0 et 3 de la fonction carré. Ok, donc ça c'est relation de Chasles. Ok, donc soit A, B, C, 3 réels appartenant à I. Donc on note I cube. Ça, vous comprendrez un peu mieux cette notation dans le chapitre suivant, justement, sur le dénombrement, alias ce chapitre plus casté d'année, mais c'est pas grave. Donc, on prend 3 réels ABC qui appartiennent à I. Et donc, soit f, une fonction de classe C0 de ce cas-là, l'intégrale, tout simplement, de A à C de la fonction f. C'est égal, donc, l'air qui est en bleu. Donc, intégrale de A à B de la fonction f. Plus intégrale de la fonction f entre b et c. Alors ça, c'est exactement le même principe un peu que quand vous faisiez les vecteurs en seconde, je crois. Là, le b qui est là, le b qui est la borne supérieure de la première intégrale, et il se retrouve comme borne inférieure de la seconde intégrale. Ok, de sorte à appliquer la relation de Chasles. Sinon, du coup, la relation de Chasles n'est plus valable. Deuxième chose que je vais vous dire également qui est super. Donc ça, pareil, ça se démontre très facilement. Voilà. Pour démontrer cette relation, c'est très facile. Il suffit juste d'appliquer la définition tout simplement de l'intégrale. Ok. Donc grand f de b moins grand f de a. Vous démontrez ça avec cette relation-là. Et vous voyez, ça se fait en quelques lignes tellement. Ok. Bon. Mais là, j'ai pas le temps. Sinon, ça risque de trop allonger la vidéo. Donc je ferai pas. Enfin, encore que. On va faire rapidement. On va essayer de le faire rapidement. Comme ça, vous voyez un peu l'air de la démo. L'intégrale de A à B. Donc on va additionner directement ces deux intégrales là. Donc l'intégrale de A à B de la fonction f plus l'intégrale de B à C de la fonction f. Qu'est-ce que ça me donne? Ça va donner donc le calcul suivant. Donc ça. Donc l'intégrale de A à B de la fonction f, c'est quoi par définition? C'est grand F de B, borne supérieure, moins borne inférieure. Donc grand F de A. Moins donc toute la seconde parenthèse. Donc moins la deuxième intégrale. Donc moins du coup intégrale qui est en verte. Donc c'est grand F de C moins grand F de B. Et tout, on ferme la parenthèse. Donc là, je coupe la place. Donc du coup, ça nous donne, si on effectue correctement les calculs, donc ça nous donne grand F de B moins grand F de A. Là, vous avez tout simplement 6 moins qui précède la parenthèse. Donc tous les termes qui sont dans la parenthèse changent de signe. Donc ça fait moins, du coup, grand F de C plus grand F
Pardon, j'avais pas vu ça en plus. Ok, puisqu'on avait dit qu'on additionnait. Donc, je n'ai rien dit. Là, tous les termes, ils vont rester de même signe. Ok, comme vous avez une parenthèse et un signe plus devant. Donc, ça va faire plus grand F de C, moins, du coup, grand F de B. Ok. Alors, après, pareil, là, vous reconnaissez, vous avez des quantités qui vont se supprimer. Donc là, vous avez grand F de B moins grand F de B. Donc là, deux termes opposés, quand vous les sommez, ça fait 0. Et ainsi, donc je vais écrire ça proprement. Il reste grand F de C moins grand F de A. Moins grand F de A. Et ça, par définition, bah, je dis que c'est intégrale de A à C de la fonction F. Voilà. Et ça démontre entièrement la relation de Charles. Donc intégrale de A à B de la fonction F plus intégrale de B à C de la fonction F. C'est égal donc grand F de C moins grand F de A, c'est-à-dire intégrale de A à C de la fonction F. Ok. Donc voilà, ça c'est la relation de Charles. Là maintenant c'est démontré. Deuxième chose, désormais, bah, comme on a étendu la notion d'intégrale, on peut donc tout simplement faire les calculs un peu à l'envers. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez l'intégrale de A à B de la fonction F, et bah, l'intégrale de A à B de la fonction F, c'est également égal à l'opposé de l'intégrale de tout simplement B à A de la fonction F. Ok. Voilà. Donc ça, c'est une autre propriété. Pareil, ça se montre assez facilement. Donc, intégrale de A à B de la fonction F, c'est égal moins intégrale de tout simplement B à A de la fonction F. Pareil, ça se démontre très rapidement. Une petite démo si vous voulez. Intégrale de A à B de la fonction F, c'est égal donc grand F de B moins grand F de A par définition. Là, je vais essayer de factoriser par moins 1. Donc, ça fait moins 1 fois donc moins grand F de B plus grand F de A. Parce que du coup, quand je vais redévelopper le moins 1 sur toute la parenthèse, du coup, j'aurai plus grand F de B moins grand F de A. Et ça, du coup, je vais l'écrire dans l'autre sens. Ça fait moins grand F de A moins grand F de B. Et ça, par définition, grand F de A moins grand F de B, je dis que c'est l'intégrale de cette fois-ci B borne inférieure moins jusqu'à A de la fonction F. Donc ça, c'est égal à moins intégrale de B jusqu'à A de la fonction F. Et donc ça reste égal à l'intégrale de A à B de la fonction F. Voilà, donc ça, pareil, c'est une deuxième relation, on le montre assez facilement. Donc parmi les propriétés qui peuvent servir, donc on a toutes les propriétés après qui viennent sur la linéarité. Ok, quand vous voulez additionner l'intégrale de deux fonctions, quand vous voulez tout simplement additionner donc l'intégrale avec une constante ou multiplier l'intégrale par une constante. Et ben là, il y a toutes ces propriétés aussi qui viennent là-dessus, qui viennent se greffer en plus des propriétés donc de symétrie et de relation de Chern. Ok, donc là maintenant on va parler de propriétés. On va parler de propriété de linéarité. Une propriété de linéarité de l'intégrale. Donc on y va. Tac, tac, tac. Donc première propriété dans ce style-là, c'est par exemple intégrale de A à B de la fonction f plus intégrale de A à B de la fonction g. Et bah du coup c'est égal à quoi? Bah c'est égal à l'intégrale de A à B de la fonction f plus la fonction g. Ok. Bon là pareil, on peut le montrer assez facilement juste en appliquant pareil la même définition. Bon je vais pas le refaire parce que là pour le coup ça reste évident je pense. Là ça vous paraît évident. Alors peut-être si vous voyez pas bien le délire. Donc on prend une fonction f. Voilà. Tac. Je prends une fonction g. Si je veux avoir l'intégrale de la somme, et ben je prends l'intégrale de f. Et je prends en même temps l'intégrale de g. Ok, je peux très bien additionner ces deux intégrales. Donc l'intégrale en vert et l'intégrale en bleu, elles peuvent s'additionner. Parce que on est sur les mêmes bornes en fait. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Il faut bien prendre en compte les bornes. Sinon, là, vous ne pouvez pas appliquer cette propriété linéarité. Deuxième chose, c'est tout simplement quand vous voulez multiplier une intégrale par une constante. Ok. Et bah lambda fois intégrale donc de A à B. Enfin, on va le mettre dans le. Oui bon, on va le mettre comme ça. Donc lambda fois l'intégrale de A à B de la fonction f. On peut dire donc c'est égal à tout simplement l'intégrale de A à B
de lambda fois f. Ok. Donc en fait, le lambda, je peux le sortir par linéarité, ça me donne ça. Ça me met juste que lambda fois l'intégrale. Ok. Donc, par exemple, si vous avez 3 fois la fonction f, que vous voulez calculer l'intégrale de 3f de x, et ben vous pouvez dire c'est 3 fois l'intégrale de f de x. Et après, ben, vous choisissez la borne sur laquelle vous voulez appliquer donc cette propriété. Ok. Donc, dernière des choses, donc là on a parlé linéarité. Maintenant, ce que l'on va évoquer, c'est tout simplement l'ordre, ok, conservation de l'ordre. Donc, pour la conservation de l'ordre, donc il y a deux propriétés. Première propriété, si A plus petit que B et F donc croissante, alors vous avez la chose suivante. Donc, ça implique que du coup, alors du coup, si vous avez A qui est plus petit, enfin, si vous avez A qui est plus petit que B, et donc alors là, on va pas prendre la croissance, on va prendre juste le fait que F soit positif, et ben l'intégrale de A à B de la fonction F, je dis qu'elle est forcément positive. Ok. Deuxième propriété sur l'ordre. Si vous avez donc F plus petit que G, et donc A plus petit que B, alors, du coup, vous affirmez de façon simple que l'intégrale de A à B de la fonction F est plus petit que l'intégrale de A à B de la fonction G. Voilà, donc ça c'est une deuxième propriété sur l'ordre qu'il faut bien avoir en tête, ok. Donc là, c'est si vous avez une fonction positive, et ben quelles que soient les bornes que vous prenez avec A plus petit que B, et ben l'intégrale est forcément positive. Si vous avez une fonction f qui est plus petite que la fonction g et A plus petit que b, ben l'intégrale de AB de la fonction f est plus petite que l'intégrale de AB de la fonction g. Et enfin, donc on va prendre le cas des fonctions bornées pour terminer. Donc si vous avez une fonction qui est bornée, donc soit un f qui est compris entre petit m et grand M, alors du coup l'intégrale elle va être comprise entre la chose suivante, l'intégrale de A à B de la fonction f elle est comprise entre la chose suivante, donc c'est compris entre la primitive de m entre A et B et la primitive de grand M entre A et B. Ok, bah voilà. Donc pareil, on prend A plus petit que B, comme ça on est tranquille. Et donc alors, du coup, ça va me donner quoi? Primitive de M entre A et B, donc là, ça va être MX. Et primitive de M entre B et A, donc là, je vais m'annoter, c'est grand MX. Ok, bravo. Et donc ça va être égal à quoi? Bah ça va être égal, donc là, je vais vous donner le résultat sous forme factorisée. Donc ça va être égal à petit m facteur B moins A. Et donc, l'intégrale de A à B, de la fonction f, qui sera plus petit ou égal à grand M facteur B moins A. Alors ça, pareil, bon, je ne vous demande pas forcément d'apprendre cette propriété, mais surtout de la comprendre et bien savoir la ressortir en exercice. Donc celle-là, bon, je la donne parce que peut-être ça va être certain à mieux visualiser. Mais bah après, ça, pareil, honnêtement, moi, j'ai pas appris. C'est dans les exercices, je la ressors, enfin, je la ressors pas. Je vous verrai comment je fais. Mais en fait, je réexplique la démonstration. Donc là, cette propriété, on peut la démontrer, là on n'a pas de temps. Mais bah, si on met dans de la démonstration de la propriété, et ben on arrive à retrouver facilement cette formule. Bon, on verra dans les exercices comment que ça marche. Mais voilà. C'est tout pour cette vidéo. Du coup, on a tout dit sur les propriétés des intégrales. Donc maintenant, vous en savez un peu plus. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et m'installer toi en mathématiques et en sciences.